Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Comme chaque semaine, je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions, de prendre de la distance face au flux incessant de l'information et de faire tourner la roue de vos émotions sur l'actualité. Pour nous aider avec nous, Marine Colombel, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychiatre, auteur du livre Sortir des ruminations mentales, publié aux éditions Marabout. Avec nous également Robert Zuilly. Bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychologue, auteur de nombreux ouvrages sur le lien et les émotions, cofondateur de Work Well Together. Nous nous retrouvons tout de suite pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Sud Radio, la roue des émotions. Donald Trump, condamné pour agression sexuelle, c'est une condamnation inédite pour un ancien américain reconnu coupable d'agression sexuelle. Donald Trump a été condamné à verser 5 millions de dollars à la victime, une ancienne journaliste. L'accumulation de tous ces procès à venir, notamment pour fraude, pourrait discréditer le candidat républicain. Pour moi, ça serait vraiment l'émotion de la colère. On est sur un fait qui devrait être un fait divers, mais qui concerne quelqu'un qui a été au pouvoir et qui risque de revenir au pouvoir aux États-Unis. Et la question vraiment qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir ? Parce que lorsque justement on a ces affaires judiciaires aussi graves, on est obligé d'incarner dans sa vie, d'incarner dans sa posture ce qu'on fait, ce qu'on apporte pour son pays. Et d'être vraisemblablement en cohérence, c'est toute la question. Robert Zuilly, comment vous réagissez à cette actualité et vous, comme psychologue, vers quel discernement vous nous amenez sur le plan émotionnel ? Il y a quelque chose d'important que Marine a commencé à souligner, je trouve. Il a un devoir d'exemplarité en tant qu'homme de pouvoir. Et là, on n'est pas dans l'exemplarité. Et clairement, ça fait passer un message aux personnes qui voient ça, de se dire, ben voilà, on peut commettre quelque chose de grave, mais derrière, on peut dire qu'on ne l'a pas fait. Et on est tout puissant. Alors la loi nous rappelle qu'il n'y a pas d'impunité. Et ça, c'est encourageant. Mais néanmoins, ça peut laisser penser à ceux qui seraient influençables de se dire, commettre des choses qui sont impossible à mettre en œuvre normalement. Et je peux dire que je l'ai jamais fait parce qu'il y en a d'autres qui le font et tout se passe bien. Donc pourquoi pas moi ? Ça c'est un élément qui, je trouve socialement, est un vrai sujet parce que tous ces puissants sont regardés, sont scrutés et ils sont bien souvent comme des grands sportifs, des exemples pour ceux qui les regardent. Alors si je vous comprends bien, cette actualité qui nous montre la condamnation d'un président de la République américaine. C'est quand même pas rien, quoi. Ça interroge à la fois la cohérence de la posture de l'homme citoyen, de la posture de l'homme politique, et interroge aussi l'exemplarité du pouvoir essayé par l'homme politique qui envoie un signal, des symboliques aux citoyens de son pays, et cela nous aide à bien comprendre comment regarder cette actualité sur le plan émotionnel. Je vous trouve tous les deux curieux. Alors nous allons aller à la rencontre des émotions au fil de la vie. Robert Zuilly, si vous voulez bien tourner la roue des émotions. Et nous allons vers la joie. Alors la joie, Marine Colombel, comme psychiatre, comment la trouver dans cette actualité où Donald Trump est condamné pour une agression sexuelle à verser millions de dollars à la victime? La joie, je pense vraiment que c'est justement parler de l'exemple, de l'exemplarité, de l'exemple que tout le monde peut passer devant la justice lorsqu'on a fait quelque chose de mal, quel que soit son statut, quelle que soit la personne que l'on est, de sa naissance ou de sa vie. On est face à la justice et c'est les hommes qui vont rendre cette justice et non Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'on est vraiment là dans la démocratie. C'est le peuple, c'est la justice qui va trier, qui va sanctionner. Et je pense que ça ne peut être qu'un message d'espoir que finalement, il y a une sorte de moralité qui peut sortir de cette société. Et c'est assez drôle que vous parlez de Dieu dans une démocratie des États-Unis où la présence de Dieu va jusqu'au billet de banque, si j'ai bien observé, Zuilly.
Et oui, c'est la question de la confiance et de la croyance. Et en quoi on croit? Est-ce qu'on croit l'homme qui affirme quelque chose? Est-ce qu'on croit la justice? Quelle est émotionnellement la dimension qui va nous porter à croire plutôt l'un que l'autre? Et c'est là où on est dans un monde où on se rend compte que tous les paradoxes existent et que pour le tout venant, c'est pas forcément simple aujourd'hui de faire la part des choses. Parce qu'un président est quelqu'un qui a un parcours en général exemplaire. Là, on se rend compte que l'affaire qui a réussi, semble-t-il, dans le monde de l'immobilier et qui devient président et qui, donc, on peut l'estimer, cet homme, normalement. Et là, tout d'un coup, en tant qu'homme, justement, en tant que citoyen, il commet un acte grave. Est-ce qu'on peut, c'est la question que ça pose, au fond, est-ce qu'on peut cliver l'homme dès lors qu'il a une responsabilité politique? Est-ce qu'on peut le cliver de sa posture citoyenne? Et c'est là où je pense que n'importe qui à cette place ne peut pas dire « Ok, je suis pas responsable en tant qu'homme politique et je pourrais être responsable en tant que citoyen ». Les deux sont indissociables. La cohérence de la responsabilité de ses actes, bien sûr, en tant qu'homme citoyen et bien sûr en tant qu'homme politique. Et c'est intéressant parce qu'on parlait avant des deux corps du roi, qui était le corps du roi physique, qui était un homme, mais qui était le corps du roi, en tant qu'homme de pouvoir. En tant que symbole. En tant que symbole. Et on pourrait presque appliquer la même chose sur ces rois que l'on va élire pendant 5 ans, qui vont avoir le statut, mais par contre, lorsqu'ils sont sortis de ces 5 ans, ils ne viennent plus qu'avec un seul corps, le corps de l'homme. La roue des émotions nous a emmené, Robert Zueli, sur la joie. Oui. Cette joie qui quand même notifiait que la capacité qu'a la justice à s'exprimer dans les démocraties, les démocraties modernes. C'est quand même formidable que dans certains pays, et parfois on ferait bien de regarder devant sa porte, que des présidents de la République soient jugés, condamnés. Je crois que dans le monde qui nous entoure, c'est quand même intéressant de signifier que c'est possible aux États-Unis. La justice s'exprime. Oui, c'est possible. Pour du côté de la victime et pas simplement du côté de l'agresseur. Là, c'est le président qui est l'agresseur, mais il y a aussi la victime. Et ça, c'est quelque chose que doit préserver la loi, c'est de préserver l'intégrité physique, morale, psychique des victimes. Autre actualité de la semaine, la guerre en Ukraine, évidemment, actualité récurrente, mais ces jours-ci, un journaliste français est tué d'après le décompte de l'association Reporters sans frontières. Armand Soldin, 32 ans, est le 10e journaliste tué pendant qu'il couvrait la guerre en Ukraine. Mardi dernier, il a été victime d'un tir de roquette russe dans l'est du pays, a annoncé l'agence AFP pour qui il travaillait depuis 2015. Marine Colombel, comme psychiatre, là encore, aidez-nous à observer cette actualité. Ce fait dramatique où un journaliste trouve la mort dans l'exercice de son travail en couvrant la guerre en Ukraine, avec quelle émotion collective vous semble-t-il probable de réagir? Évidemment, la tristesse. Et ça nous rappelle vraiment l'essence du métier de journaliste. Le journaliste n'est pas là que pour donner de l'information, il est là pour expérimenter, il est au cœur du réel. Et parfois, le cœur du réel, c'est la guerre, parfois le cœur du réel, c'est la mort. Et le journaliste va au front, va finalement au plus près de ce qui fait l'humanité, au plus près de ce qui fait l'histoire, pour être un reporter, mais un reporter par ses yeux. C'est lui qui va transmettre de façon directe son expérience, et c'est là finalement où il fait pleinement son travail d'investigation et d'information. Un journaliste français tué pendant qu'il couvre la guerre en Ukraine. Robert Zueli, comme psychologue, là aussi vous observez cela avec quel prisme émotionnel? C'est bien sûr attristant et ça peut nous interroger sur le futur. C'est-à-dire qui va vouloir couvrir des faits, qui va vouloir être un rapporteur de la réalité quand il sait qu'en faisant son travail, il peut mourir. C'est une vraie conscience citoyenne que de faire ce métier. Mais ça peut faire peur et ça peut nous faire peur parce que qui va oser rejoindre et couvrir ces éléments-là? Parce que la guerre, elle ne fait prix. Un obus, il va pas s'arrêter au-dessus de la tête d'un journaliste parce que c'est un journaliste et qu'il est là pour être neutre et rapporter les faits. Et c'est comme si on partait le matin et que notre famille, et je m'en vais travailler, mais sans savoir si on va revenir le soir. Donc je pense que là, il y
y a quelque chose dont on doit avoir conscience aussi, c'est que ces métiers-là, même si ces gens disparaissent, ils ont un courage incroyable de faire ce métier, d'être des rapporteurs de cette réalité, d'être des témoins des faits. Et il faut encourager ces personnes, il faut les reconnaître, il faut les valoriser pour que vraiment leur acte soit apprécié à la portée de leur témoignage. Et nous saluons bien sûr le travail des journalistes, des reporters d'images qui sont sur les théâtres de guerre et qui nous ramènent parfois, et on vient de le voir là, au péril de leur vie, des images pour nous montrer ce qui se passe réellement, parce que la guerre, c'est pas du virtuel. Alors vous tournez la roue des émotions et vous nous emmenez au fil de nos vies vers la peur. Marine Colombel. La peur, évidemment, la peur des journalistes. J'imagine bien qu'ils doivent être quand même très clivés. Effectivement, on vient d'en parler tout à l'heure. Divisés entre le fait de faire bien leur métier, ça veut dire de rapporter vraiment l'actualité sur le terrain, sur ce qui fait l'histoire, mais ça reste également des hommes. Ça veut dire qu'ils ont des familles, il y a des gens qui les attendent, et à un moment, ils doivent surmonter ce clivage et finalement mettre en jeu leur vie pour leur métier. La peur et l'attente à la libre expression de la presse, Robert Zuidi. Et oui, la peur se nourrit de divers sentiments, j'en parle régulièrement, ce sont l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, et l'angoisse ici est très forte, et parce qu'il y a une véritable menace sur la capacité qu'a une société à préserver ces métiers-là. Alors nous saluons évidemment en premier lieu les familles des reporters et des journalistes qui sont tués sur les théâtres de guerre. Nous saluons leur mémoire et bien sûr nous partageons la tristesse de ces familles. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Il sera question de France, où la contrôleuse des prisons dénonce la surpopulation carcérale. Et puis nous verrons que les troubles psychiques augmentent le risque cardiaque et d'AVC. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale, présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et nous nous retrouvons pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité de la semaine. Et avec nous, Marine Colombel, vous êtes psychiatre. Vous nous aidez à prendre de la distance sur les faits marquants de l'actualité de la semaine, ainsi que Robert Zuidi, qui est psychologue. Et nous en sommes à regarder ce qui se passe en France et la surpopulation carcérale. La contrôleuse des prisons dit l'État détourne le regard. Dans son rapport annuel, Dominique Simoneau critique l'inaction de l'État. À la tête de l'instance indépendante, elle dresse un tableau très noir des atteintes aux droits dans les prisons, mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques. Un nouveau pic historique est atteint en 2023 dans les prisons françaises avec plus de 73 000 détenus et un taux d'occupation moyen qui atteint 142% dans les maisons d'arrêt. Marine Colombel, comme psychiatre, comment vous nous aidez à observer ce fait marquant de l'actualité par le prisme des émotions? Évidemment, moi, la première émotion qui me vient, c'est la tristesse. Et cette actualité me pose vraiment la question sur quel est le rôle de la prison. Lorsqu'on est dans une société saine, on doit évidemment mettre des lois, on doit faire respecter les lois et on doit donner des sanctions lorsque les gens ne respectent pas les lois. Mais est-ce que la prison, le seul rôle de la prison, c'est d'isoler de la société les éléments qui font du mal ? Ou est-ce que c'est un autre rôle ? Et moi, ma croyance en tant que psychiatre, c'est qu'évidemment, c'est un autre rôle, la prison. Ce n'est pas là que pour isoler les gens. C'est là pour quoi ? C'est là pour éduquer. C'est là pour enseigner. C'est là pour enseigner le vivre ensemble dans une république et pour remettre des bases saines pour qu'à la sortie, les prisonniers ne soient plus des prisonniers, mais des citoyens lambda qui puissent s'intégrer. Mais là, ça voudrait dire, Marine Colombel, qu'il faudrait beaucoup de psychiatres dans les prisons, parce que y a tellement de monde. Mais pas que des psychiatres. Des psychologues. Des psychologues, des éducateurs, une insertion beaucoup plus active dans la vie, parce qu'on sait et que... Et donc des budgets, des moyens évidemment, pour payer tous ces personnels. On sait que c'est la misère qui entraîne souvent dans la prison. Donc donner aux gens une éducation, un moyen de travailler, de ne pas enfreindre la loi, c'est ça aussi la sanction. Mais on ne peut pas faire ça dans des conditions de surcharge où on n'a pas le temps de s'occuper des gens et surtout où on garde des gens dans des conditions totalement inhumaines.
Robert Zuilly, vous observez ce fait marquant de l'actualité par quel prisme émotionnel? Ce qui m'intéresse dans la lecture émotionnelle d'un fait comme celui-là, c'est quand on prend l'énoncé, on parle de surpopulation. C'est comment moi, quand j'entends ça, je l'interprète. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'émotion a une fonction, c'est de donner du sens à la réalité. Et comme on a tous une émotion dominante, on a tous tendance à déformer la réalité pour la faire coller à notre émotion dominante. Donc moi, si par exemple, je suis en colère, parce que c'est comme ça que j'ai appris à me développer, et qu'il y a des choses qui ont fait dans ma vie que je proteste facilement. Oui, parce que la colère, ça peut être pour certains de dire, bon, après tout, ils ont fait du mal, ce sont des criminels, on va pas en plus s'occuper de leur logement, qu'ils soient en surpopulation, ça fait partie du règlement de leur dette. On va légitimer. Si on est en colère, on va se dire, bah oui, mais s'il n'y avait pas tant de personnes qui ne respectaient pas la loi, on n'en serait pas là. Donc moi, c'est pas de ma faute ça. J'y peux rien. Moi, je fais ce qu'il faut avec mes enfants. Donc ils avaient qu'à faire ce qu'il fallait, ces gens-là. Et moi, ça me met en colère parce que je trouve ça pas normal. Parce que moi, je fais des efforts en tant que citoyen. Je commets pas des braquages ou des actes malveillants. Donc cette information peut être mal comprise. Alors, elle peut être mal comprise, mais c'est pas forcément mal comprise. C'est dans la nature humaine. On interprète le réel pour le faire coller à la manière dont nos émotions nous font instruire notre rapport à la réalité. Si c'est la peur, mon émotion dominante, et que je vois la surpopulation, je me dis, mais comment on va faire? Ça veut dire qu'on n'a pas de budget, ça veut dire que ces gens-là, sa mission rééducative de la mission, parce que elle pourra pas être tenue, donc moi je vais m'inquiéter. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec nos émotions. Elles nous rendent le monde intelligent, mais avec un prisme qui nous est personnel. Alors faisons tourner la roue des émotions pour changer de prisme émotionnel au hasard, à l'insu du plein gré. Et nous allons vers la surprise, Marine Colombel. La surprise, mais qui n'est pas vraiment une surprise, ça fait des années qu'on voit l'augmentation quand même dans les prisons. C'est que ça dure. Ça serait plutôt ça la surprise, c'est qu'on est au courant de ça depuis des années, on a l'impression que rien n'est pris en charge. Et le questionnement de Dominique Simoneau sur cette question-là, c'est ça. C'est qu'on le sait que c'est en surcharge. Mais que fait l'État? On sait très bien que dans le milieu carcéral, les troubles psychiques sont très répandus auprès des détenus. Des détenus, on nous parle même quasiment de 45 ou 50% de personnes touchées par des troubles psychiques dans le milieu carcéral. Donc on a de quoi être surpris, mais plus vraiment. On se dit juste, comment se fait-il que ce soit pas davantage accompagné? Alors, si dans les prisons, il y a beaucoup de travail pour préparer la réinsertion, eh bien, nous pouvons aussi, en attendant, et c'est difficile de faire une transition, observer que dans une étude, les troubles psychiques augmentent le risque de crise cardiaque et d'AVC chez les moins de 40 ans. D'après les résultats de cette étude coréenne, réalisée sur plus de 6 millions de personnes, eh bien, les sujets présentent un trouble psychique ont un risque d'infarctus supérieur de près de 60%, avec un risque d'AVC supérieur de 42%. C'est très précis. Cette étude révèle une fois de plus le lien étroit entre la santé mentale et le corps. Robert Zuilly, comment est-ce que vous pouvez nous aider à observer par le prisme émotionnel ce lien entre la santé mentale et la santé physique, celle de notre corps? Ça doit nous alerter. Même si on le sait en tant que psy, qu'on soit psychiatre ou log ou psychologue, on le sait qu'il y a un lien entre la santé physique et la santé morale. Et le lien de dégradation entre les deux, le véhicule, c'est justement l'émotion. Et quand on ressent des émotions violentes, elles viennent perturber notre équilibre psychologique. Et Lacan a dit une chose assez juste, il a dit « le corps est un langage ». Et quand le corps nous met en scène des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas nommer. Et c'est là où j'invite tout le monde à accueillir ses émotions. Parce que accueillir ses émotions, être capable de les nommer et de les partager, et d'avoir des gens ressources autour de soi, c'est un moyen probablement vertueux de combattre la douleur et la maladie psychique aussi. Écoute ton corps, il te dit ta santé mentale. C'est un peu ça, Marine Colombel. Et c'est vrai qu'on est dans une civilisation, une société très Descartes. Ça veut dire qu'on imagine que la santé mentale, c'est quelque part au niveau de la tête et que le corps est séparé. Et plus on étudie ce sujet-là, en tant que professionnel, mais même, hélas, lorsqu'on vit un problème de santé mentale, plus on se rend compte que le premier à soutenir les symptômes, c'est le corps.
Le corps qui nous parle de notre santé mentale, que nous dit l'insu du plein gré à travers le prisme des émotions, et nous allons vers la surprise. Justement, la surprise, parce que justement, on sort de cette vision de Descartes de se dire mais les jeux sont séparés pour se rendre compte par les neurosciences que finalement, c'est le corps qui va porter toutes ces émotions. Merci Marine Colombet. Je rappelle que vous publiez aux éditions Marabout Sortir des ruminations mentales. Robert Zueli, quelques mots, les mots de la fin sur cette surprise. Alors que le corps et la santé mentale font lien, on parle même d'une santé holistique. Oui, et vous dites le corps et l'esprit font lien. Et le mot lien est fondamental. Être seul, c'est très difficile parce que ça ne nous permet pas de lutter contre la dégradation de la santé mentale. Donc, unissons-nous pour partager nos douleurs et c'est plus facile à vivre. Merci Robert Zueli. Je vous rappelle que le corps et la santé mentale, eh bien, ça me fait penser à un grand show qui se prépare à l'Olympia. Parce que ce show s'appelle « Ce n'est pas que dans la tête ». Et justement, il est question des symptômes. Vous savez, quand vous dites j'ai mal au cœur, ou j'ai la gorge nouée, ou j'ai la boule au ventre, eh bien, c'est votre corps qui vous parle et qui vous dit de votre santé mentale. Il en sera question à l'Olympia le 12 juin, où je vous invite tous à nous rejoindre autour de Yannick Noah, de Christophe Willem, de Marina Kaye, de Philippe Laville et des stars des années 80. Ils chantent tous pour la santé mentale. Rendez-vous le 12 juin à l'Olympia et mobilisez-vous pour que la santé mentale devienne une cause. Vous marchez partout en France, le 11 juin à 10h30 à Lyon, que je salue, à Marseille, à Mayotte, à Paris, à Bordeaux. Toutes les marches s'organisent ensemble pour la santé mentale et nous essaierons de vous donner le maximum de visibilité. La pétition Un psy pour tous, remboursée et en accès direct, est aussi en ligne sur Mes Opinions et sur le site du Psychodon. Vous pouvez toutes et toutes la signer. À la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Merci, bon week-end à toutes, bon week-end à tous. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.